Bonjour tout le monde, vous écoutez Radioscope. Bon, je devrais dire que c'est le retour de Radioscope avec, à la suite de petits ennuis techniques que certains d'entre vous éprouvaient. J'ai dû travailler, essayer d'arranger les choses. Enfin, donc ça m'a mis en retard un peu sur la production des épisodes eux-mêmes, mais là, on reprend le retard. D'abord avec la capsule sur la cohérence. Et laissez-moi vous dire que vous m'avez posé d'excellentes questions au sujet de la cohérence des politiques publiques. Et j'espère que vous trouverez que les réponses sont à la hauteur de vos questions. Alors, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet avec une première question. En fait, certaines questions, je vais les poser une à la suite de l'autre, mais je vais regrouper la réponse parce que vous verrez que les questions se chevauchent un peu. Bon, ce qui est normal aussi. Alors, la première question, on dit, si je comprends bien, l'axe horizontal porte sur un domaine donné, comme sur la santé des Québécois. Ainsi, on pourrait comparer un ensemble de politiques québécoises en matière de santé publique, analyser les objectifs, les instruments, les impacts, etc. Et ainsi les comparer aux politiques des autres provinces, ou bien en faire la comparaison, valider la cohérence ou l'incohérence avec les actions fédérales en matière de politique publique au niveau de la santé des Canadiens. Pour ce qui est de l'axe vertical, ce que je comprends, c'est qu'on cherche à savoir si dans un domaine à l'autre, donc plusieurs domaines en comparaison, en matière de politique publique, il y a convergence au niveau des paliers provinciaux, du palier provincial jusqu'au palier fédéral. Bon, ma question, concernant l'analyse de la cohérence dans le cadre fédéral, j'ai de la difficulté à saisir le sens de l'analyse de l'axe vertical. Auriez-vous un exemple? On me pose aussi l'autre question. J'éprouve de la difficulté à bien distinguer les concepts d'axe horizontal et vertical dans l'analyse de la cohérence dans le cadre fédéral. Dans l'axe horizontal, on parle de comparer la cohérence d'un ensemble de politiques dans un domaine donné entre provinces ou entre les politiques d'une province et celles du gouvernement fédéral. Dans l'axe vertical, on parle au début du texte que son analyse porte sur la cohérence d'un ensemble de politiques formulées par deux ordres dans un domaine donné. Et plus loin, on parle de voir si les politiques sont cohérentes d'un domaine à l'autre. Si je comprends... Alors, bon, on va démêler un peu les choses. Ce qu'il faut comprendre de cette idée d'axe horizontal et d'axe vertical, c'est que, et on reviendra à la question du cadre fédéral par la suite, l'axe horizontal et l'axe vertical, c'est exploité de diverses manières par divers auteurs. L'idée étant que généralement on reconnaît la cohérence selon deux axes. Pour certains, l'axe vertical, par exemple, ça sera, on reviendra aussi un peu sur cette question-là avec d'autres questions que vous avez qui ont été posées au courant de la semaine. Mais on va parler, par exemple, des gens vont s'interroger sur la cohérence des politiques entre le FMI et des politiques nationales des États qui reçoivent de l'aide internationale, par exemple. Bon, alors ici, ou encore la cohérence des politiques de l'Union européenne avec les politiques de certains États membres, et même comme certains États membres sont des fédérations elles-mêmes, là on parle de la cohérence entre les politiques de l'Union européenne, de l'État fédéral, par exemple, prenons l'Espagne par exemple, et des États constituants de la Fédération espagnole, ou même on pourrait prendre l'Allemagne comme autre exemple. On verrait la cohérence des politiques de l'Union européenne avec les politiques de l'État fédéral allemand et des Länder allemands. Donc l'idée, c'est-à-dire que généralement, on voit ça selon divers ordres ou paliers de gouvernement ou niveau de gouvernement. Enfin, on parle souvent de gouvernance à niveau multiple. Et là, ici, on va dire, dans l'axe vertical, ce qu'on va voir, c'est vraiment la cohérence entre diverses politiques au sein ça peut être au sein d'un même domaine, mais diverses politiques entre divers paliers d'une gouvernance à niveau multiple. Même à l'international, parce qu'ici, on va reconnaître l'international comme étant une forme de gouvernance à niveau multiple. Lorsque les FMI vont imposer des conditions particulières, puis vont imposer des politiques aux États qui reçoivent de l'aide internationale, on est dans un mode de gouvernance à niveau multiple. Alors, donc, et l'axe horizontal, eh bien là, c'est que on va prendre un niveau de gouvernance et on va tenter de comprendre comment les politiques de ce niveau-là sont cohérentes ou non. Je vais arriver avec des exemples concrets dans quelques minutes. Au sujet de la question des domaines,
plusieurs auteurs affirment que la cohérence des politiques publiques, c'est la cohérence de politique au sein d'un même domaine. Ça pose des questions épistémologiques importantes et intéressantes. Parce que la première question à se poser, c'est quoi un domaine? Comment on définit un domaine? Alors bon, vous avez des auteurs comme May, par exemple, qui prend le temps de bien définir ce qu'il entend par domaine. Et c'est très bien. Le problème, c'est que les domaines, c'est pas des éléments, je dirais, cloisonnés de façon hermétique. Par exemple, est-ce que des politiques de transport et des politiques de santé appartiennent à deux domaines différents, ou est-ce que dans le fond, vous avez des politiques de santé publique puis des politiques de transport, est-ce que ça vient pas se chapeauter sous un domaine qu'on pourrait appeler développement durable avec des politiques environnementales, par exemple? Parce qu'en effet, si dans le cadre d'une politique de santé publique, vous favorisez des programmes, c'est-à-dire vous mettez en place des programmes qui favorisent la marche ou le vélo parce que c'est bon pour la santé, et que dans une politique de transport collectif, vous définissez vous mettez en place des programmes pour bâtir des pistes cyclables et autres mécanismes permettant de faire autre chose que de prendre la voiture, et que bon, vous avez une politique environnementale là, qui concourt à mettre, je sais pas moi, des taxes carbone par exemple, etc. Ben, dans tout ça, vous avez pas mal encouragé le développement durable. Bon, est-ce que c'est le domaine du développement durable? Est-ce que c'est le domaine des politiques publiques, de la santé publique? Est-ce que c'est le domaine, bon, etc. Donc, cette question-là, oui, parfois, on peut arriver et dire, bon, on a un domaine particulier, les politiques de santé, ou encore les politiques de transport, et bon, ben, tant mieux, ça va bien, on peut définir on peut analyser la cohérence des politiques dans ces domaines-là, mais il va arriver parfois que des politiques vont avoir des impacts entre elles, ou vont se chevaucher, peuvent empêcher d'avoir des effets recherchés, même si elles appartiennent pas officiellement à un même domaine. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut pouvoir aussi aller voir à l'extérieur du domaine ou redéfinir le domaine. C'est-à-dire dire, ben, moi, je parle de développement durable, puis une politique, même si normalement on la classerait en santé publique, si une politique publique qui encourage les gens à faire de la marche, mais moi, je la mets dans le développement durable parce que ça vient créer une synergie avec d'autres politiques qui viennent avoir un impact sur le développement durable. Bon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire sortir l'idée de l'analyse de la cohérence des politiques publiques, donc la faire sortir cette cohérence-là simplement d'un même domaine de politique publique. Par contre, ça n'affecte pas nécessairement la question des axes, et j'y reviens. En ce qui concerne la question des axes de politique publique, alors l'axe horizontal, ben vraiment ce qu'on va rechercher, c'est de voir au sein d'un même niveau de gouvernance les politiques qui ont été mises en place, de quelle manière est-ce qu'elles sont cohérentes ou non. Et si elles ne sont pas cohérentes, de quelle manière elles vont se confronter ou non, c'est-à-dire empêcher les effets de l'un d'avoir les effets recherchés, c'est-à-dire la politique de l'un avoir les effets recherchés, etc. Bon, par exemple, on pourrait dire, ben nous, ce qu'on veut faire, c'est analyser les politiques, reprenons l'exemple de la santé publique, les politiques de santé publique au Québec. Alors là, on est dans un mode horizontal. Ou encore les politiques publiques en Ontario. Alors là, on est dans un mode horizontal. Dans le mode vertical, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va dire, ben nous, on est intéressé à l'analyse des politiques de santé publique, mais cette fois-là, entre niveaux de gouvernement. Donc, si on reprend l'exemple canadien, on pourrait dire, ben, entre les politiques publiques du fédéral et les politiques publiques provinciales, c'est-à-dire, on pourrait dire, on va regarder la cohérence entre les politiques publiques du gouvernement fédéral canadien et les politiques publiques du Québec, ou de l'Ontario, ou du Québec et de l'Ontario avec le fédéral. Bon. Donc ça, c'est l'axe vertical, c'est-à-dire vraiment on part du haut vers le bas ou du bas vers le haut, selon ce qui vous intéresse, alors qu'à l'horizontale, on s'intéresse à un seul niveau de gouvernance. L'élément comparatif, lui, est intéressant, mais il vient pas se conjuguer à un axe, c'est-à-dire vous pouvez faire de la comparaison indépendamment de l'axe que vous choisissez. Donc, par exemple, vous pourriez dire, ben nous, ce qui nous intéresse, c'est, encore une fois, les politiques publiques, les politiques de santé publique, sur un axe vertical entre la Fédération canadienne et la Fédération espagnole ou allemande. Alors, comment est-ce que en Allemagne,
on assure la cohérence des politiques de santé publique entre le Bundesrat, par exemple, et les Länder, ou encore entre le gouvernement fédéral espagnol et les les États constituants du fédéralisme espagnol, la fédération espagnole, pardon. Entre les provinces canadiennes et le gouvernement fédéral canadien, ou en Suisse, entre le Conseil fédéral suisse et les cantons suisses. Donc, vous voyez, ça, vous êtes dans un mode toujours vertical, parce que vous analysez verticalement la cohérence des politiques dans une fédération, puis dans l'autre, et là, vous comparez un peu les formes que la cohérence occupe, ou les mécanismes qui ont mené à la cohérence. Bon, peu importe les caractéristiques de la cohérence que vous voulez comparer, vous réussissez à les comparer dans un mode ici vertical. Vous pouvez faire la même chose avec l'horizontale. Dire, nous, on veut voir au Québec comment les politiques sont cohérentes, puis on va voir, par exemple, par la suite, en France, comment ces politiques-là sont cohérentes, comment on assure la cohérence, et tout ça. Encore une fois, ici, les différentes mais caractéristiques de la cohérence. Donc voilà, donc j'espère que ça démêle un peu tout ça ici, parce qu'on me pose une question par la suite. Donc, à propos du texte d'Azoulay, là, j'ai deux bonnes questions sur le texte d'Azoulay. On dit, si je comprends bien, l'objectif de cette lecture, c'était de nous faire comprendre que la cohérence des politiques publiques va au-delà des politiques intra-étatiques et concerne aussi la cohérence des politiques interétatiques, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est d'autant plus pertinent de tenir compte que les enjeux socio-économiques de notre société moderne chevauchent de plus en plus les frontières géographiques nationales. Autrement dit, certaines problématiques ne peuvent être abordées que de manière globale, en visant une convergence des politiques publiques de plusieurs États, des organismes internationaux, etc. Une autre question dit, qu'en est-il des institutions internationales? Ce que je comprends du texte de Gérard Azoulay, cohérence des politiques commerciales et sécurité alimentaire, les intérêts des institutions ne semblent pas cohérents avec les besoins des pays en développement. Peut-on dire que c'est par choix, pour leurs intérêts personnels, qu'elles ne sont pas cohérentes? Alors, deux bonnes questions. Alors, en ce qui concerne la première question, effectivement, l'intérêt du texte d'Azoulay, c'est de voir que l'idée de la cohérence des politiques publiques dépasse strictement le cadre strictement national. Et on peut, oui, évidemment, aller dans l'international. Et d'ailleurs, la plupart des travaux sur les questions de la cohérence des politiques publiques ont lieu dans l'Union européenne. Alors, on est vraiment à l'extérieur du cadre strictement national en termes de politique publique. Et beaucoup de travaux aussi portent sur, justement, la cohérence au niveau des politiques de l'aide internationale. Donc, comment, là, on parlait de l'ONU, mais l'ONU impose pas grand-chose en termes de politique publique. Mais l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, ils vont imposer aux États qui reçoivent de l'aide internationale, ils vont imposer des politiques monétaires, et là, les États doivent se conformer à ces politiques-là. Puis dans l'Union européenne, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les réglementations, les politiques adoptées par le Parlement européen, après ça, vont ou doivent être adaptées par les États pour être cohérent avec ce que l'Union européenne a décidé. On pourrait penser ici, par exemple, aux questions des appellations contrôlées. Même l'Union européenne a beaucoup travaillé sur l'aide internationale, c'est-à-dire comment s'assurer que les États membres de l'Union européenne aient une action cohérente en termes d'aide internationale. Donc, vous voyez, ça se joue sur plusieurs paliers, mais très, très évidemment à l'international. Et pour revenir à la question, pourquoi est-ce que donc des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale ont des politiques qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec les États nationaux, c'est que eux veulent imposer une forme de politique économique qui ne correspond pas nécessairement à la culture, aux réalités de l'État à laquelle on tente d'imposer ça. Alors ici, on a ce qu'on pourrait appeler un conflit culturel en termes de politique publique. C'est-à-dire que vous avez une culture très particulière de ce qu'est l'économie au FMI et à la Banque mondiale. Et vous avez après ça une culture particulière bien définie dans les pays qui reçoivent normalement l'aide internationale sur ce que doivent être les politiques économiques, ou parfois vous êtes dans des pays déstructurés où il n'y a pas vraiment de politique économique et où on n'arrive pas à imposer nécessairement une politique économique là, pour diverses raisons politiques et sociales, principalement politiques. Donc c'est là que donc c'est pas par choix, là, c'est pas par intérêt personnel, c'est parce qu'il y a vraiment un fossé en termes de réalité qui se creuse. Mais vous avez des auteurs aussi qui vont dire attention, c'est pas parce que ces organismes internationaux là
impose des politiques publiques, oblige les États qui reçoivent de l'aide internationale à convertir leur politique pour qu'elle soit cohérente avec les politiques du FMI ou de la Banque mondiale, que c'est de la cohérence de politique publique. Eux vont dire au contraire, c'est de la conformité de politique publique, et ça va contre le principe même de la cohérence des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une synergie particulière entre les politiques de la Banque mondiale et les politiques de l'État national. C'est qu'on carrément on force les États nationaux qui reçoivent de l'aide internationale à adopter des politiques qui sont celles du FMI et non pas celles qui répondent aux politiques mêmes, aux besoins mêmes de ces États-là. Après ça, on me demande, dans l'analyse de la cohérence, quelle est la place de la loi par rapport aux politiques publiques? La décision prise ou à prendre est-elle légale ou illégale pour voir son impact? Donc, quelle est la place de la loi? En politique publique, une loi peut être vue comme une institution ou comme un instrument. Alors, et on va revenir à ça un peu plus loin dans le cours, mais c'est-à-dire que la loi peut être un instrument de politique publique. Quand on regarde, par exemple, lorsque le gouvernement, dans les années 80, lorsque le gouvernement du Québec a décidé d'adopter une politique beaucoup plus sévère par rapport à l'alcool au volant, qu'est-ce que le gouvernement, une des premières actions du gouvernement, ça a été de demander au gouvernement fédéral, en fait, d'amender le code criminel et d'adopter des lois beaucoup plus sévères par rapport aux conducteurs qui conduisaient en état d'ébriété. Donc, la loi ici vient renforcer, on est plus dans l'ordre même de la cohésion des politiques, de la cohérence, mais la loi vient renforcer ici l'application d'une politique particulière. Par contre, des fois, la loi, elle est là, elle est institution, c'est-à-dire que elle vient un peu encadrer ce que la politique peut faire. Donc, par exemple, si on voulait avoir une politique des espaces verts, ben notre politique des espaces verts devrait être conforme à la loi sur l'environnement du Québec. Donc ici, notre politique va se conformer à ce que la loi en tant qu'institution vient imposer. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'une forme de... Pas d'une forme, mais on parle effectivement d'une cohérence des politiques ici, parce que la loi est vue comme un élément de politique publique. D'ailleurs, en politique publique, une politique publique, c'est pas juste un texte qui énonce une politique. Une politique publique, c'est une série d'actions. Et ça, on l'a vu dans la capsule qui portait sur ce qu'est une politique publique. Mais c'est une série d'actions du gouvernement. Alors, lorsque le gouvernement a adopté une loi, ben la loi est en soi, elle aussi, un objet de politique publique. Elle peut être considérée comme une politique publique. Et à ce moment-là, on va y voir une certaine cohérence. Knopfeld, par exemple, dans son livre, propose, en fait, je vais dire Knopfeld, Véron et Larue, dans leur livre, propose même un cadre d'analyse qui s'appelle la hiérarchisation des institutions pour analyser cette cohérence entre divers éléments institutionnels. L'élément le plus bas étant la politique publique. Alors, on dira, on trouve d'abord la Constitution, et la Constitution et les lois, après ça, toutes les politiques administratives et les politiques publiques. Alors, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est de s'assurer, par exemple, qu'il existe une cohérence entre ce que la politique publique veut faire et ce que la Constitution dit ou ce que les lois disent, et entre aussi ce que les politiques administratives permettent à l'État de faire et ne permet pas de faire. Un exemple fort simple, il existe au Conseil du Trésor, tant fédéral que provincial, des politiques administratives sur la façon de pouvoir donner des subventions à des organismes sociaux. Ben, si vous avez une politique qui propose, par exemple, une politique de lutte à la pauvreté, qui propose de subventionner des organismes qui luttent contre la pauvreté, eh bien évidemment, votre politique devra être cohérente avec la politique administrative qui prévoit la façon dont on peut faire des subventions ou des contributions à ces organismes-là. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on va aller voir la cohérence entre des lois, mais aussi entre des politiques administratives et des politiques publiques. Par contre, dans notre cours, ce qui nous intéresse plus, c'est pas tellement ça, je dirais, que vraiment, c'est déjà un gros travail d'analyser la cohérence entre diverses politiques publiques. Là,
là, on me revient, j'ai des questions là, qui portent sur la charte des valeurs québécoises. On dit, bon, les impacts d'un manque de cohérence exposent 3 types d'impacts pourraient être générés à cause d'un manque de cohérence. Selon la Fédération autonome de l'enseignement, déclare que le projet de charte des valeurs déposé par le gouvernement Marois manque de cohérence. Oui, alors, lorsqu'il dit ça, manque de cohérence, c'est qu'il manque de ce que moi j'appelle de la cohésion. C'est-à-dire que le projet en soi ne tient pas. Donc, c'est pas tellement de la cohérence avec d'autres politiques publiques, mais plutôt le fait que le projet manque de cohésion en soi, manque de... Logiquement, à l'interne, c'est mal fait. C'est ce qu'on veut dire. Il y a aussi manque de cohérence, lorsque les autres en parlent, c'est manque de cohérence avec, là j'en reviens un peu à ma réponse précédente, mais avec les éléments de droit qui existent déjà ici au Canada. Et c'est un projet qui est aussi déphasé avec ce que demande la société. Donc c'est pas tellement de la cohérence dans le sens où nous autres on en parle ici. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la FF? J'ai un peu répondu à cette question-là. Et bon, on me demande est-ce qu'il y aurait des exemples? Ben, c'est difficile parce que pour l'instant, il est trop tôt pour voir quel genre d'impact la charte va avoir, d'autant plus qu'elle n'a officiellement pas encore été adoptée. Donc, il faudra voir le texte exact une fois adopté pour voir ce serait quoi les impacts. Déjà, on peut voir très certainement un problème de légitimation. Donc ça, je pense que le texte est adopté avec des modifications que marginales. Il y aura certainement un problème de légitimation de l'État face à ses citoyens. Pour le reste, ben là, c'est difficile. Il faudra voir un peu comment le projet évolue. On dit... on dénonce... Bon, on revient encore sur la charte. Une question qui revient sur la charte des valeurs. Quels éléments favoriseraient la cohérence favorisant la cohérence, le gouvernement devrait-il privilégier à quel moment du processus décisionnel en cours? En fait, je vous dirais, en termes de mécanisme de cohérence, le gouvernement a manqué un peu le bateau. Quand on lit ce qui s'est dans les journaux, de la façon dont tout le projet s'est développé, ils avaient eu beaucoup d'avis de la part de divers ministères, de la part même de divers experts universitaires, et le gouvernement a systématiquement ignoré ces avis-là pour sortir le projet qui a été lancé il y a déjà 2 ou 3 semaines. Donc, on pourrait dire déjà ici en termes de cohérence, ce que le gouvernement aurait pu faire, c'est tenir compte des avis légaux, parce que pour l'instant, ça reste un débat légal beaucoup plus qu'un débat... c'est un débat social, mais c'est pas un grand débat de politique publique pour l'instant. Ça demeure encore au niveau, je dirais, plutôt légal et social. Je pense qu'un des impacts qu'à terme ça pourra avoir, ce sera certainement de créer une espèce de division sociale si on y va avec, pas nécessairement avec l'ensemble du projet qui est le problème, avec les éléments problématiques. Et s'il y a quelque chose à voir, c'est très certainement de revoir les éléments qui posent problème et de voir de quelle façon on peut modifier ces éléments-là pour qu'ils soient cohérents à la fois avec les éléments de droit déjà existants, mais aussi avec les aspirations de la société. Bon, je ne me lance pas plus loin que ça, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la Charte des valeurs québécoises, mais en termes de cohérence, puis c'est un peu tôt aussi pour analyser la cohérence d'un projet qui officiellement a été lancé, mais qui officiellement n'existe pas encore parce qu'il n'a pas encore été adopté. Là, on me demande, lorsque les politiques publiques sont élaborées, est-ce qu'on prend en considération qu'il y ait cohésion et qu'elle soit cohérente? Alors ça, c'est une excellente question, et la réponse est souvent non. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça souvent qu'on va voir un manque de cohésion dans les politiques ou un manque de cohérence. Parce que souvent ces politiques-là aussi s'élaborent à la pièce. Hein? C'est quand même assez rare les politiques qui vont avoir été pensées pendant des années. Bon, c'est sûr que si vous prenez par exemple l'exemple de la politique nationale de l'eau, c'est une politique qui est très très cohésive, hein, qui se tient en termes de ce qu'on appelle le défaut sur la cohérence interne. C'est une politique qui est très bien bâtie. Elle a été bâtie pendant longtemps, réfléchie, chaque élément est analysé, mais vous avez aussi beaucoup de politiques publiques qui sont en fait une espèce de formalisation de diverses actions que le gouvernement a déjà entreprises. Et comme les actions sont souvent faites à la pièce, entrecoupées d'autres décisions, ben souvent c'est là où les objectifs concordent pas, les moyens d'action se chevauchent les uns par rapport aux autres. Et non, effectivement, on ne tient pas compte de la cohésion de la politique et souvent pas du tout de la cohérence des politiques.
Et donc, s'il y a quelque chose à faire, justement, dans les travaux de l'Union européenne, ce qu'on recommande souvent, c'est d'avant d'entreprendre le développement de certaines politiques ou d'actions, c'est de créer des comités qui peuvent justement analyser les divers éléments déjà existants et voir comment ce qu'on veut mettre en place peut être cohérent avec ce qui existe déjà. Enfin, quelle est la principale, quelles sont les différences principales entre l'analyse de la cohésion d'une politique publique et son analyse classique en termes d'efficacité, d'efficience et de performance? Il y en a une qui est, la deuxième partie, c'est de l'évaluation de politique publique. Et la première partie, la cohésion, c'est souvent quand on l'analyse en termes prédictifs et non pas évaluatifs. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, à partir du moment où on voit que ces éléments-là, ils sont cohésifs ou non, ça nous permet de comprendre les probabilités que la politique puisse réussir ou non. C'est aussi, en termes d'évaluation aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est arrivé et voir si ce qui est arrivé correspond à ce qu'on voulait que ça arrive. Alors que l'analyse de la cohésion va plus dans le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est à... L'évaluation de programme va vous dire, ça n'a pas été efficace parce que vous avez un programme qui ne répond pas aux objectifs. Bon, parfait. Mais maintenant, pourquoi le programme ne répond pas aux objectifs? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le programme dévie de ce qu'il devait normalement produire? Et donc ça, là, on est plus dans l'analyse de la cohésion, moins dans l'évaluation comme telle. Quoique aujourd'hui, soyons honnêtes, l'évaluation chevauche beaucoup l'analyse de politique publique. Alors voilà, et comme nous sommes limités par le temps dans chacune des capsules, je devrais, et que j'ai fait quand même le tour des questions, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine capsule Radioscope.